Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. You are fake news. Fréquence Média, saison 3, le retour. Bonjour. Attention Philippe, le parapet. Souriez, c'est vendredi. Votre rendez-vous 100% média revient après un an d'absence. Au programme désormais des interviews sur les grands enjeux médiatiques, sur le paysage audiovisuel, français ou étranger, ou sur le parcours de vie de celles et ceux qui font les médias. Je suis Maxime Martinez et je vais vous accompagner avec mon invité du jour dans les prochaines minutes pour ce voyage à travers les grandes questions qui font le monde qui nous entoure. Toujours plus connecté, avec toujours plus d'écrans et une information qui va de plus en plus vite. Aujourd'hui, nous avons décidé de poser une question qui fâche. Y a-t-il un problème avec la liberté de la presse en France et en Europe ? De toutes parts, les journalistes sont pris à partie par le pouvoir politique, par le pouvoir économique, par les citoyens et même entre eux. Pour se pencher sur les causes, les conséquences et plus encore, je reçois Pauline Adesmevel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Vous êtes passé avant dans votre carrière par AP, Canal+, iTélé, Reuters. Première question, y a-t-il un recul de la liberté de la presse en France ? Oui, Reporters sans frontières a fait état d'un recul de la liberté de la presse en France cette année, même si la France a gagné une place au classement de la liberté de la presse, publié au mois d'avril. On a vu que la France est aujourd'hui 32e, elle était 33e l'an dernier, mais malgré cette remontée, on peut en fait témoigner d'un certain nombre de difficultés. L'année 2018 a vu le nombre des attaques et des pressions contre les médias d'information et contre les journalistes croître dangereusement. Ils sont insultés, menacés, agressés, blessés par des manifestants. C'est vraiment ce qui ressort de 6 mois, 7 mois de manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Des confrontations également avec les autorités françaises, avec des convocations judiciaires, des problèmes toujours en termes de concentration des médias, la loi sur le secret des affaires également. Donc différents types de problèmes qui sont liés au contexte européen qu'on va sans doute développer un peu plus tard. Et on reviendra sur ces questions plus en détail. Quand ce recul a commencé et quel en a été l'élément, j'ai envie de dire, déclencheur ? Alors, il est difficile de dater le recul. Ce qui est certain, c'est que ce qui frappe aujourd'hui en France, c'est le fait que des journalistes de terrain ne peuvent plus travailler dans des conditions normales. On a vu 7 mois de manifestations, 7 mois de samedis ponctués de violences qui sont venues du mouvement des Gilets jaunes, donc des manifestants, et de la police, qui malheureusement nous force à constater que les journalistes ne peuvent plus travailler dans des conditions normales. Je vous rappelle que certains ont dû prendre des gilets pare-balles, certains des reporters de guerre avaient peur d'aller sur le terrain. Donc on peut dire que cette année, la plus grosse difficulté qu'ils aient rencontrée, c'est le terrain, la confrontation avec les manifestants, la difficulté de couvrir des manifestations et la confrontation avec les forces de police. Alors, ce qu'on peut dire à Reporters sans frontières, et nous avons fait état de ce constat, c'est que depuis 3 ans, depuis 2016, depuis Nuit debout, depuis les manifestations contre la loi travail, depuis le démantèlement de la jungle de Calais, depuis ce type de rassemblement, le climat a changé pour les journalistes de terrain. Les violences policières sont plus fortes. Et on va dire que de façon concomitante, la campagne présidentielle s'est accompagnée de beaucoup d'invectives contre les journalistes, les politiques se livrant à des diatribes contre les journalistes, invectivement les journalistes. Et tout ça a eu un retentissement également au sein de la population, dans les meetings politiques. On a vu de nombreuses agressions de journalistes, probablement dues au fait que quand un leader politique se livre à une telle diatribe, ça galvanise les foules. Donc le climat sur le terrain est probablement la difficulté la plus importante et on la date à peu près depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a une volonté dans ce pays de certains d'empêcher le travail journalistique, de ne pas montrer certaines images ?
Je ne pense pas du tout qu'on puisse dire qu'aujourd'hui il y a une volonté en France de ne pas d'empêcher les journalistes de travailler, d'empêcher certaines images. Je crois qu'il faut essayer de remettre ce qui se passe dans le contexte. On a vu des forces de police extrêmement actives, parfois manifestant une violence délibérée contre des journalistes, une violence dont on pense qu'elle n'était pas forcément justifiée. Mais il faut aussi remettre tout ça dans le contexte. On sait aussi que les forces de police ont été soumises en France à de grosses pressions. Depuis 2015 et la vague d'attentats, Vigipirate et les alertes, les forces de police ont été sous pression sur le terrain, renforcées par l'armée, renforcées bien sûr par les militaires, la gendarmerie, mais aussi des militaires de terrain. Et on va dire que d'une certaine manière, ces forces, en fait, ce climat de tension auquel les forces de police ont été soumis ne s'est jamais arrêté. Là-dessus est arrivé le mouvement des Gilets jaunes, qui est parti pour durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Donc, par conséquent, les forces de police sont sous tension et réagissent peut-être plus violemment. On a affaire à un mouvement qui n'est pas structuré. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de mouvement organisé, il n'y a pas une manifestation, mais plusieurs cortèges. Donc, bien sûr, on se trouve avec un type de manifestation différent et des forces de police qui sont sur les dents et épuisées. Donc ça, c'est la première chose à remettre dans le contexte. Ensuite, nous avons rencontré Reporters sans frontières la semaine dernière le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et nous lui avons fait part, en fait, du constat de Reporters sans frontières. Christophe Castaner, qui a embarqué des journalistes dans des dispositifs de façon à ce qu'ils voient le travail des forces de l'ordre, a convenu qu'il y avait eu malheureusement des choses à déplorer, mais ils tentent d'enrayer le phénomène des violences policières. Ils étudient en fait au ministère de l'Intérieur un schéma, une réflexion en fait pour un schéma national du maintien de l'ordre. Donc il faut essayer de partir de ces préconisations que nous avons faites au ministre de l'Intérieur pour se dire que en théorie il va y avoir une nouvelle étape à la rentrée et qu'on peut partir sur des meilleures bases, une meilleure concertation, un meilleur dialogue entre les forces de l'ordre et les journalistes qui sont sur le terrain. Vous avez eu des garanties du gouvernement ? On a eu des garanties que nous étions écoutés. Nous avons fait valoir 10 propositions sur le maintien de l'ordre. Principalement, celle-ci était en fait de favoriser un meilleur dialogue. Il est évident que le ministère de l'Intérieur cherche à avoir une réflexion poussée de façon à améliorer les choses, compte tenu du nombre d'incidents majeurs, blessures que Reporters sans frontières a pu déplorer au cours des 6 mois de manifestations de novembre à mai, avec des humiliations, des injures, des menaces, des coups de matraque, des tirs de LBD ayant entraîné des blessures. Il est évident que quand on voit 120 incidents répertoriés, le ministre de l'Intérieur est à l'écoute et est prêt à mettre en place des mesures. Qui sont les plus touchés ? Les photojournalistes, les JRI, les journalistes indépendants ? Alors, principalement les photojournalistes. Rappelons quand même que le travail des photojournalistes, c'est d'être au plus près, de capter une image, d'être là. De toute façon, en fait, le métier veut que le journaliste soit vraiment et son objectif au cœur de la scène. Donc, ils se sont retrouvés entre deux feux, les manifestants et les forces de l'ordre, et effectivement, ils ont été plus touchés que les autres catégories de journalistes. On a répertorié 66% des journalistes victimes de violences policières comme étant des photographes, 21% de vidéastes ou journalistes reporters d'images. Les journalistes de presse écrite ont été plus épargnés. Il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, la précarisation du métier, le fait que les journalistes soient dans des conditions de travail plus précaires, les amène à prendre plus de risques. Des manifestations longues, mal organisées comme celle du mouvement des Gilets jaunes, les ont contraints à rester des heures entières, des après-midi entiers sur le terrain. Et donc forcément, ils ont été confrontés à plus de violence. Ils sont moins expérimentés et donc aussi plus contraints de faire face à ces violences. Quand vous voyez que le SNJ et l'Association de la presse judiciaire a présenté jeudi dernier un guide de défense des journalistes, quelle est votre réaction et est-ce que ça vous inquiète ?
Alors, Reporters sans frontières a soutenu et relayé en fait le guide qui a été publié par le SNJ et l'association de la presse judiciaire. C'est quelque chose dont nous avions fait état en fait dès le mois de décembre. Nous avions rappelé au mois de décembre aux journalistes leurs droits pendant les manifestations, ce qu'ils devaient invoquer s'ils avaient des difficultés avec les forces de l'ordre. Nous pensons que c'est important de rappeler aux journalistes leurs droits. Je crois qu'il faut essayer toujours de remettre dans le contexte et toujours essayer d'établir un équilibre. Certes, il y a eu des débordements, certes, il y a eu des convocations que nous avons contestées, mais il faut aussi rappeler que les journalistes doivent connaître leurs droits et si effectivement ils ont une meilleure connaissance de ce qu'ils peuvent invoquer, les choses se passeront mieux sur le terrain. Donc nous ne sommes pas inquiets, nous constatons que la profession est solidaire, que la profession est consciente de ses problèmes, au moins on n'occulte pas et il faut que justement on aille vers plus de dialogue et vers une meilleure solution. Et on atteste le nombre de communiqués de sociétés de journalistes, de grands médias qui se sont accumulés depuis le mois de décembre. Le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais est impressionnant. Le nombre de communiqués a explosé. Le nombre de communiqués a explosé en effet en France. Alors il faut quand même voir une chose, c'est que c'est un mouvement qui a touché toute la France et pas seulement l'agglomération parisienne. Toutes les grandes villes ont été touchées, tous les corps de journalistes ont été touchés, toute la profession a été touchée, tous les types de médias. Donc je pense qu'il y a eu quand même aussi une prise de conscience, une solidarité entre médias. Je tiens par exemple à signaler qu'à Reporters sans frontières, nous avons organisé des réunions avec des responsables de médias, des responsables de sociétés des journalistes, pour essayer de trouver des réponses à apporter à ce mouvement des Gilets jaunes qui était vraiment une première en France. Est-ce que vous savez qui a dit « La liberté de la presse et des sources est totale, mais elle doit composer avec la liberté des autres » Alors, vous me posez une colle. C'est Emmanuel Macron face à Hugo Travers à la veille des élections européennes. En cause, en mai dernier, 8 journalistes de Disclose, Radio France, Quotidien, Le Monde ont été convoqués par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour compromission du secret de la défense nationale. Alors pour certains journalistes, ils enquêtaient sur l'affaire de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite et la possible utilisation de ces dites armes dans le cadre de la guerre au Yémen. Pour d'autres, il s'agissait de l'affaire Benalla. Y a-t-il une volonté de mettre sous pression les journalistes, mais aussi leurs sources ? Alors, c'est effectivement une des grandes questions du moment. Nous avons effectivement fait état de 8, peut-être un peu plus, convocations de professionnels de médias par la DGSI en quelques semaines, dans un temps extrêmement rapproché, que nous avons qualifié probablement de stratégie d'intimidation des médias de la part des services de la sécurité intérieure. Et nous avons réclamé des explications aux autorités françaises. 8 journalistes et professionnels des médias qui enquêtaient sur des sujets difficiles, vous l'avez dit, des médias des médias participatifs, ONG comme Disclose, mais aussi des grands médias comme Le Monde ou Quotidien, et soumis donc à des questionnements au sujet de leur reportage sur les ventes d'armes par la France à l'Arabie Saoudite ou leur couverture de l'affaire Benalla. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit ici, c'est qu'avec ces convocations, les autorités cherchent à intimider les journalistes et leur rédaction, à identifier leurs sources, à les sanctionner, mais aussi à les dissuader. Et ce qu'on peut craindre, c'est qu'à partir du moment où on s'en prend à ces journalistes, il va y avoir un effet rebond sur d'autres journalistes, un impact sur d'autres journalistes, un effet dissuasif, non seulement sur les journalistes, mais aussi sur leurs sources, qui seront peut-être moins enclines à communiquer des informations, de peur, elles aussi, de représailles. Donc, effectivement, il y a ce qui s'est passé avec ces convocations qui ont été rendues publiques, probablement d'autres convocations dont on n'a pas encore eu vent, mais il y a dû en avoir d'autres et peut-être qu'elles sortiront à un moment, et surtout l'impact que ça a sur les autres. Mettre sous pression les sources, est-ce que c'est la même chose qui est reprochée à la loi secret des affaires qui est passée l'an dernier ? C'est une loi en effet qui pose des difficultés aux sources, mais sont deux choses différentes. Et ici, on a affaire à des interrogatoires qui sont directs et qui touchent à des affaires sensibles. C'est ça que nous avons relevé, que ce soit les ventes d'armes par la France ou l'affaire Benalla sont vraiment des grosses affaires, donc sont deux choses différentes. Je crois que la loi secret des affaires a posé d'autres difficultés, mais clairement elle fait effectivement
faisant référence aux sources et aux difficultés que ça peut poser pour la suite. À la limite, je dirais plutôt que ce qui s'est passé avec les convocations par la DGSI rappelle plutôt les problèmes des perquisitions, la perquisition avortée à Mediapart, qui n'a pas pu se produire et qui est probablement dans la même veine. Est-ce qu'il manque en France un arsenal qui protège les lanceurs d'alerte et les sources ? Est-ce qu'il manque en France un arsenal ? Est-ce qu'il manque en Europe un arsenal ? Je crois qu'il faut toujours essayer de sortir du prisme français et d'essayer de penser à la situation des journalistes européens. Je crois que je vous expliquais tout à l'heure que la France avait gagné une place au classement mondial de la liberté de la presse, bien que la situation ne s'améliore pas. Cette remontée dans notre classement est due au fait que ailleurs en Europe, la situation s'est détériorée. On a vu quand même 3 meurtres de journalistes, 4 un assassinat aussi en Irlande récemment, au sein de l'Union européenne en moins de 2 ans. C'est totalement inédit. On a vu des pressions, des attaques physiques, des coups de feu tirés sur des journalistes dans différents pays. On a vu des pressions absolument inouïes. Il faut remettre quand même dans le contexte le fait que la France ne se porte pas si mal par rapport à ses collègues européens et que la situation des lanceurs d'alerte est difficile partout et c'est pour ça que effectivement des directives sont discutées à l'échelle européenne. Quelle a été la réponse du gouvernement à ces convocations ? Vous étiez reçu par Christophe Castaner récemment. Est-ce que vous lui en avez parlé ? Quelle a été sa réponse ? Alors, nous avons effectivement abordé cette question avec Christophe Castaner, mais surtout nous verrons le procureur de la République, Rémi Hetz, prochainement. Et c'est avec lui, puisque évidemment, tout ça relève de la justice et non pas du ministère de l'Intérieur. Donc clairement, nous avons fait état de notre mécontentement au sujet de ces convocations, mais il faut que nous nous adressions aux autorités françaises compétentes sur ce sujet. Dernier sujet mis sur la table récemment, la question posée par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans le JDD d'il y a 2 semaines. Question que je vous pose. Faut-il retirer l'injure et la diffamation de la loi de 1881 sur la liberté de la presse afin que ces délits relèvent du droit commun et d'accélérer les procédures concernant les réseaux sociaux ? Alors, il y a tout un débat sur les discours haineux. Il y a eu des va-et-vient après les déclarations de la ministre. Je crois qu'il est un petit peu tôt pour Reporters sans frontières pour essayer de commenter. Je pense qu'il y a eu effectivement des déclarations qui ont été faites et des retours en fait sur cette question. La question des discours haineux est une question aussi que je sortirai en fait de la France particulièrement. Je crois qu'on est conscient que ça existe en France. Il y a ça existe partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Mais ça existe partout dans le monde et ça existe surtout dans des pays où c'est très policé. En Europe, c'est une question qui est extrêmement présente dans plusieurs pays que nous avons dénoncés, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais que ce soit également dans des médias par exemple pro-gouvernementaux dans certains pays d'Europe centrale. Je voudrais quand même rappeler que par exemple dans des pays comme la Suède par exemple, où on fait état d'un niveau de cyberviolence qui est quand même assez élevé alors que c'est un pays qui est extrêmement bien classé, Reporters sans frontières a vu qu'il y avait quand même ce discours haineux à certains moments. Il faut essayer de se dire que c'est quelque chose, ce sont des tendances, une espèce de polarisation des discours politiques qui aussi crée ce climat au sein de la société. Donc il est un petit peu tôt encore pour faire un commentaire. Et ça va avec la mondialisation de l'information, bien entendu. Ça va en tout cas avec un climat de détérioration mondiale de l'information. Nous en avons fait état dans nos différentes analyses au moment de la sortie du classement 2019, au mois d'avril. Nous avons parlé de mécanique de la peur, de discours de haine envers les journalistes, de la difficulté pour les journalistes de travailler sur le terrain, des invectives, des injures, des attaques, des menaces. C'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. C'est quelque chose qu'on voit partout, dans des pays en guerre, mais aussi dans des démocraties. C'est ça qui est plus problématique. On voit quand même que des journalistes ne peuvent plus travailler dans des conditions normales au Mexique. On voit les difficultés qu'ils rencontrent en Chine, mais on les voit aussi au Brésil, on voit en Inde. Il faut quand même qu'on rappelle qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous relevons au quotidien ne viennent plus des pays qui sont en guerre, mais des pays vraiment qui sont des démocraties et dont les régimes tournent à l'autoritarisme.
Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, vous l'avez dit, est aussi à regarder sous le sceau de la campagne présidentielle, où certains médias ont été insultés, hués, voire empêchés de travailler dans des meetings, et quel que soit le parti d'ailleurs. Et on peut constater, notamment sur ce qui s'est passé dans ces meetings, que c'est le média télévisuel qui a concentré une grande majorité des critiques. Pourquoi ? Difficile de faire un constat aussi direct. Il est clair que 1, 2 ou 3 médias audiovisuels ont été la cible de critiques, notamment par les membres des Gilets jaunes. Je pense que, en tout cas pour ce qui est de ces 6 derniers mois, les médias audiovisuels n'ont peut-être pas répondu comme le mouvement des Gilets jaunes l'aurait souhaité. Donc il y a eu ces critiques envers ces chaînes de télévision. Je crois quand même qu'il faut rappeler que les agences, en tout cas l'agence France Presse, a elle aussi été critiquée par ce mouvement. Moi, je pense qu'il faut plutôt remettre, essayer d'appeler à la réflexion, appeler les médias à plus de travail d'introspection, plus de vérification. Nous avons à Reporters sans frontières lancé une initiative il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Journalism Trust Initiative, qui appelle les médias à essayer de produire un contenu vérifié, fiable. Je pense qu'il faut essayer de prôner une meilleure qualité de l'information au moment de sa production et peut-être une validation justement au moment de la production de cette information. Le 8 mai 2017, Emmanuel Macron est donc élu président de la République après la campagne. Ses premières décisions concernant les journalistes font polémique. Transfert de la salle de presse hors de l'Élysée, sélection des journalistes du pôle par le palais présidentiel et première conférence de presse 2 ans après son élection. Pour reprendre le titre d'un papier de Nathalie Chuc dans Le Parisien, est-ce qu'Emmanuel Macron est un président qui n'aime pas les journalistes ? Je crois que concernant Emmanuel Macron, qui est arrivé donc à l'Élysée après François Hollande, l'ami des journalistes, forcément le terrain était un peu miné. Concernant la salle de presse, nous considérons que c'est un sujet qui était mineur comparativement à d'autres. Concernant la sélection des journalistes, il est évident qu'il a une stratégie un petit peu différente, mais qu'il est difficile aujourd'hui, toujours en remettant dans le contexte de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe ailleurs, de considérer qu'il s'agit vraiment a priori d'un problème de sélection délibérée, d'empêcher la presse de travailler. Je crois que la stratégie en fait de l'Élysée n'est pas la même que celle des précédents présidents. Et que aujourd'hui des journalistes doivent aussi considérer que le métier change, la relation au palais présidentiel a changé, parfois en moins bien. Mais quand je regarde et que j'élargis le spectre aux 28 pays de l'Union européenne, je pense que la France n'est pas si mal située. Alors plus que les politiques, il y a aussi une défiance de plus en plus prononcée de la part de citoyens envers leur presse et leurs journalistes qui, pour résumer, ne seraient plus un contre-pouvoir mais à la solde du pouvoir, défendant les mêmes idées, les mêmes points de vue. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que cette défiance peut amputer une partie de la liberté de la presse ou la gêner ? Alors, il est clair que cette défiance, ce manque de confiance que nous voyons aujourd'hui gêne la liberté de la presse et lui est nuisible. Et c'est tout le travail d'organisations comme Reporters sans frontières d'essayer de redonner confiance et de faire en sorte que la société civile, l'opinion publique regagne cette confiance dans les médias, dans l'information qui est véhiculée par ces médias. Je pense que certains médias auront fait leur travail d'introspection, certains médias auront constaté que la couverture du mouvement, par exemple des Gilets jaunes, a été parfois un peu trop sensationnaliste et que ça, nous l'espérons, amènera à une réflexion. Le climat a changé. Pour nous, il est très très important que, de manière générale, que ce soit presse écrite, presse radio, télé et web, qu'il y ait une confiance qui soit regagnée et surtout une vérification en amont, une réflexion qui soit tirée en fait des derniers mois. Ce qui a été aussi reproché
parlent certains gilets jaunes dans le traitement médiatique de cette crise, c'est les éditorialistes qui sont présents en plateau. Est-ce que dans ce travail d'introspection, il faut aussi peut-être réfléchir à la place des éditorialistes ? Je crois que ce n'est pas le rôle de Reporters sans frontières de réfléchir à l'organisation de l'antenne d'une chaîne de télévision. Ce qui est certain, c'est que les médias ont tout intérêt à vérifier leurs informations, éviter le sensationnel, traiter l'information au moment où elle le mérite et au moment où elle apporte quelque chose, éclairer. Je pense que en tant que journaliste d'une ONG, comme tout le monde, j'aurais souhaité peut-être plus d'éclaircissement sur ce nouveau mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est le rôle des médias, justement, d'éclairer le citoyen, qu'il faut que les médias, de manière générale, télé ou pas, fassent ce travail de réflexion. L'autre critique de la presse vient de la concentration des médias. Le fait que la majorité des titres de presse, de radio, de télé soient détenus par un nombre limité de milliardaires et qui favoriserait l'homogénéisation et une perte de pluralisme. La concentration, c'est une menace pour la liberté de la presse ? Oui, la concentration, c'est une menace pour la liberté de la presse, c'est une menace pour le pluralisme, c'est une menace pour la diversité de la presse. C'est une menace pour l'information que vont recevoir en fait les citoyens. Mais une fois de plus, il faut absolument s'employer à remettre la France dans un contexte européen. Nous avons en France de plus en plus d'oligarques, de plus en plus de businessmen et hommes d'affaires qui concentrent dans leurs mains un certain nombre de médias. Nous l'avons écrit à plusieurs reprises à Reporters sans frontières et cela pose des difficultés si effectivement l'information non seulement est vérifiée ou modifiée, mais surtout si l'information n'est plus diverse. Donc ça, c'est une chose. Voilà. Mais il faut également remettre dans le contexte européen parce que cette situation que nous décrivons, nous la rencontrons également dans de nombreux pays. Il ne s'agit pas seulement d'Europe centrale, mais le problème des oligarques et de leur surpuissance dans les médias, du fait qu'ils puissent acquérir des médias pour s'en servir comme vecteur, c'est quelque chose que nous rencontrons partout, ne serait-ce qu'aujourd'hui à Reporters sans frontières, par exemple, nous allons témoigner de problèmes dans les pays baltes. On pourrait penser qu'un pays comme l'Estonie, qui est aujourd'hui classé 11e, n'a pas de problème de concentration. Eh bien, elle en rencontre également. La République tchèque, on en a beaucoup parlé avec l'arrivée de l'oligarque Daniel Kretinsky dans le paysage français, rencontre ce genre de problème. C'est un problème qu'on voit en Slovaquie, c'est un problème qu'on voit partout en Europe, y compris au sein des pays nordiques. Donc c'est extrêmement important de se dire que c'est plutôt un mouvement qu'il faut dénoncer quand il est préjudiciable à la diversité et au pluralisme, mais qu'il n'est pas du tout propre à la France. Est-ce que concentration veut dire obligatoirement homogénéisation ? Concentration ne veut pas nécessairement dire homogénéisation. Concentration ne veut pas dire non plus copier-coller d'une rédaction à l'autre, mais concentration peut faire craindre le fait que la diversité des recherches d'informations, des sources, va être plus restreinte. Il est évident que si deux rédactions travaillent sur des sujets différents, le travail auprès de sources ne va pas être doublé. Maintenant, il s'agit de deux médias totalement différents. Si on prend par exemple Libération et l'Express, le travail en amont est totalement différent puisque le produit fini est totalement différent. Donc il faut qu'on veille effectivement à ce qu'il y ait une variété, qu'un article soit documenté, qu'un journaliste qui enquête fasse vraiment une enquête avec des sources, que les sources soient vérifiées. En fait, ça c'est vraiment la base du travail journalistique et c'est à ça qu'il faut veiller. Alors, dans les autres pays de l'Union européenne, le constat, on l'a dit, n'est pas plus reluisant, voire beaucoup plus inquiétant, notamment dans les anciens pays du bloc de l'Est. Qu'est-ce qui explique cette chute de la liberté de la presse dans ces pays-là ? Alors, il y a plusieurs problèmes. On a tendance à mettre tous les pays d'Europe de l'Est dans un bloc. Il y a plusieurs problèmes que rencontrent ces pays.
Je pense que il faut essayer déjà de mettre en exergue un problème majeur que rencontrent de nombreux pays d'Europe avec leur télévision publique, avec leur audiovisuel public. Je crois que de manière générale, et c'est ce qu'on a vu en Hongrie dès 2010 avec le retour de Viktor Orban aux manettes, mais aussi avec la Pologne quand le parti Droit et Justice de Jarosław Kaczynski a pris le pouvoir en octobre 2015. C'est quelque chose qu'on voit également en Slovaquie avec le parti Smer l'ancien Premier ministre Robert Fico qui est au pouvoir, mais aussi avec le président Zeman en République tchèque. C'est quelque chose qu'on a vu avec la coalition à laquelle s'est jointe le FPO en Autriche. Je crois que à partir du moment où il y a un certain type d'autoritarisme à la tête du pays, il va y avoir un impact sur l'audiovisuel public, et on l'a dénoncé en Europe de l'Est de façon assez systématique parce que on voit les mêmes problèmes. On voit une atteinte à l'audiovisuel public, la mainmise avec des tentatives d'ingérence dans la ligne éditoriale de médias ou carrément une prise de contrôle des médias comme c'est le cas en Hongrie ou en Pologne. On voit également une rhétorique des leaders politiques extrêmement violente dans ces pays-là. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ne se prive pas de critiquer les journalistes. Je vous rappelle que le président tchèque s'est présenté à une conférence de presse avec une fausse Kalachnikov, avec une inscription pour les journalistes. Je vous rappelle que l'ancien Premier ministre Robert Fico en Slovaquie a traité les journalistes de prostituées anti-slovaques parce qu'elles faisaient état de fraude au Fonds européen et de ses relations et en tout cas de son implication dans ces fraudes. Il faut voir également le même type de discours en Bulgarie, le pays le plus mal classé de toute l'Union européenne et des Balkans par Reporters sans frontières, 111e sur 180. Donc clairement, il y a une rhétorique qui est extrêmement nuisible aux journalistes, des attaques, des humiliations. Nous avons également constaté un certain nombre d'attaques physiques, donc des assassinats. Nous en avons parlé à Malte, une journaliste en octobre 2017, en février 2018, un jeune journaliste d'investigation, une autre reporter en Bulgarie au mois d'octobre 2018. Donc il faut essayer de rappeler que entre ce climat d'attaque, ce climat de peur, ces difficultés à couvrir des manifestations, cette corruption rampante, ces attaques contre les médias publics qui sont normalement les garants d'une neutralité, la situation se détériore partout en Europe et elle va effectivement du bloc de l'Est vers l'Ouest. Et en Autriche, nous avons vu une chute récente de la coalition après un scandale politique, mais clairement, on pouvait s'attendre quand même à d'autres difficultés. Je pense que la presse est sous pression depuis l'arrivée du FPO au sein de la coalition. Alors revenons sur le cas de la Hongrie. Le Parti des Verts européens a d'ailleurs fait un rapport accablant sur la liberté de la presse en Hongrie. Le pays dirigé depuis 2010 par Viktor Orban est 87e de votre classement sur la liberté de la presse. Elle était 23e à l'arrivée du Fidesz, le parti d'Orban au pouvoir. La presse en Hongrie est-elle muselée et si oui, comment ? La situation de la Hongrie est particulière parce que la situation en Hongrie est la première à s'être détériorée. Viktor Orban est revenu au pouvoir pour la 3e fois en 2010 et la première chose qu'il a faite, c'est s'en prendre aux institutions judiciaires et aux médias. Sa loi sur les médias a été extrêmement critiquée. Il s'en est donc d'abord pris aux médias publics, les plaçant sous la tutelle du Fidesz, en effet. Ensuite, il y a eu différents phénomènes. Je crois que la première chose qui s'est produite et qui a été qui se poursuit aujourd'hui, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que des amis oligarques proches de lui reprennent les médias les uns après les autres et qui puissent avoir en tout cas favorable à son parti
un ensemble de médias dans son pays, pas seulement, puisqu'il essaye aussi de disséminer ses idées ailleurs, dans les Balkans ou en Europe de l'Est. Ce qui se passe aussi, c'est que à partir du moment où les oligarques détiennent des médias et sont proches de lui, les fermetures sont plus simples. On a vu par exemple à l'automne 2018 que une fondation Kesma s'était créée en Hongrie qui regroupe aujourd'hui 500 médias proches du Fidesz. Donc des amis proches de Viktor Orban lui ont cédé leurs médias. Ça veut dire que sous la houlette d'une même personne, là pour le coup on peut vraiment parler de concentration, 500 de médias différents en fait vont probablement véhiculer la même idée et les mêmes inspirations. Ce qui s'est passé en Hongrie, ça a fait des petits en Europe du coup depuis 2010 ? Absolument, j'aime rappeler une anecdote qui s'est produite en Pologne en 2013, lorsque Viktor Orban s'est rendu à l'université de Varsovie pour rencontrer des étudiants. Certains étudiants lui ont demandé « Mais alors comment avez-vous fait pour prendre le pouvoir ?» Et Viktor Orban leur a répondu « Eh ben, j'ai créé des médias, donc vous faites pareil, vous créez vos médias et ensuite vous prenez le pouvoir. » Je crois que c'est assez éloquent. Jaroslaw Kaczynski est très inspiré par la stratégie de Viktor Orban. On l'a dit, le PiS, le Parti droit et justice de Jaroslaw Kaczynski, a pris le pouvoir en octobre 2015. Le 31 décembre 2015, une première loi sur les médias a été votée en Pologne. Il est clair qu'il s'est inspiré de la stratégie de Viktor Orban, mettre la télévision publique sous tutelle, essayer de repoloniser, comme il le dit, les médias de façon à ce qu'ils ne soient plus dans le giron d'actionnaires américains ou allemands, mais plutôt polonais. Donc essayer de mettre dehors des investisseurs qui les gênent, repoloniser, nationaliser, faire valoir les valeurs nationales et patriotiques. C'est c'est typiquement le même type de stratégie. La Croatie n'est pas épargnée, la Bulgarie, on l'a vu à différents titres, mais clairement des phénomènes semblables se produisent en Europe. Quand on voit les manifestations anticorruption actuellement en Roumanie, la chute de la coalition en Autriche, la victoire incontestée d'un candidat d'opposition à Istanbul en Turquie, est-ce que pour vous ça peut donner des signes positifs sur une vigueur démocratique qui serait en train de revenir dans ces pays-là et potentiellement un bon positif pour la liberté de la presse ? Il est clair qu'à Reporters sans frontières, nous profitons effectivement des bonnes nouvelles telles que la nomination, l'élection d'un nouveau maire en Turquie, à Istanbul, récemment, qui donne de l'espoir sur le fait qu'il y a une société civile capable de renverser les choses. Maintenant, quand on regarde la situation en Pologne, il y a près de vagues espoirs au moment de la nomination, au moment des élections municipales. Malheureusement, nos espoirs ont été refroidis très rapidement. Assassinat d'un maire à Gdansk, quand même, victime de beaucoup d'invectives. Donc ça, c'était malheureusement un très mauvais signe. Un très bon score du Parti droit et justice aux élections européennes en Pologne également, et dans différents pays. Donc il y a des signes d'espoir. Il y en a même eu en Hongrie dans certaines municipalités. Mais malheureusement, il faut continuer de s'accrocher, continuer de soutenir en fait la société civile parce qu'ils sont insuffisants. Et aujourd'hui, la situation est mauvaise en Europe, elle se détériore. Il y a un nombre de pays en Europe où les journalistes ne peuvent plus exercer dans des conditions convenables, que ce soit la France ou ailleurs. Il y a des problèmes qui se créent d'année en année. RSF a interpellé en mai dernier le Parlement européen sur le sujet de la liberté de la presse en Europe. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Qu'est-ce que vous avez préconisé ? Est-ce que vous avez eu une réponse ? Alors, nous n'avons pas demandé de réponse, mais nous avons interpellé les députés européens qui nous ont soumis des propositions ou qui nous ont soutenus. L'idée, en fait, était de transmettre 10 propositions aux futurs députés de façon à ce que la liberté de la presse devienne une priorité. On a vu que pendant le dernier mandat du Parlement, l'article 7 du traité de l'Union avait été déclenché à 2 reprises contre la Pologne et contre la Hongrie, ce qui montre l'impuissance de l'Union européenne à lutter contre ces phénomènes et l'impuissance à agir et à sanctionner des pays dont on pense qu'ils ne respectent plus l'état
état de droit, qui ne respectent plus les valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Donc ce que nous avons demandé aux députés européens, c'est de faire en sorte de faire de la liberté de la presse un sujet majeur et peut-être de mettre dans les mains d'un commissaire européen la liberté de la presse de façon à ce que ce sujet ne soit plus disséminé dans plusieurs portefeuilles. Ce qu'on préconise par exemple, c'est que un nouveau commissaire en charge de la liberté de la presse puisse répondre activement en cas d'assassinat, en cas d'attaque grave, directement, puisse donner une réponse, demander une enquête, mais on a également préconisé le fait d'avoir par exemple des mécanismes de sanctions comme le mécanisme Magnitsky qui est répandu ailleurs qu'en Europe et qui permettrait de sanctionner des personnes qui agissent qui n'agissent pas en respectant l'état de droit ailleurs en Europe. Donc il faut essayer de repenser, puisque la situation change, essayer de remettre à plat et d'essayer de voir ce qui peut se produire. Au moment où nous discutons, le Parlement et la Commission sont toujours en ébullition. Donc il va falloir voir dans les prochains mois ce qui se passe et continuer de marteler nos demandes. Dernière question, est-ce que vous voyez quand même potentiellement des perspectives d'amélioration sur la situation de la liberté de la presse en Europe aujourd'hui ? Aujourd'hui, et nous voyons le travail accompli par Reporters sans frontières, les lignes qui bougent, les résultats obtenus, les réponses favorables, la prise de conscience sur l'importance de la liberté de la presse comme pilier de la démocratie. Donc clairement, ce sont des signes qui sont encourageants. Quand on voit l'engouement pour nos initiatives Journalism Trust Initiative, mais aussi la commission Information et Démocratie que nous avons lancée au mois de novembre pour soutenir l'information et la place de l'information dans la société, clairement sont des signes encourageants. Il y a ponctuellement des bonnes nouvelles, il y a ponctuellement des journalistes que nous arrivons à faire libérer, des lois que nous empêchons de faire voter, des échanges que nous avons avec des gouvernements. Donc c'est le travail quotidien de Reporters sans frontières et il faut toujours garder cet espoir parce que clairement les lignes bougent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité. Merci beaucoup Pauline Hadès-Mével. Nous on se retrouve très vite le mois prochain pour un nouveau numéro de Fréquence Média que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de balado-diffusion mais aussi sur notre site internet. À très vite.